Bonjour, bonsoir à tous. Voilà, je m'appelle Rémi Rivas, je suis designer consultant et j'ai la chance ce soir d'être avec Jonathan Kalfa. Bonsoir Jonathan. Bonsoir Rémi. Alors Jonathan, toi et moi on s'est rencontrés en travaillant sur plusieurs chantiers d'innovation, on va dire pour une grande société luxembourgeoise, on n'en dira pas plus. Et à ce titre-là, donc on a déjà eu l'opportunité de collaborer plusieurs fois. Et toi, en fait, c'est très intéressant ton parcours et je voulais particulièrement favoriser ton témoignage parce que, enfin, de base, je vais te laisser te présenter dans un instant. Tu es plutôt de formation ingénieur, toi, au démarrage. C'est ça ton background. Oui, effectivement. Donc du coup, moi, c'est Jonathan Calfa. Je travaille pour une société d'assurance où je m'occupe d'un lab d'innovation. J'ai une formation qui est plutôt ingénieur, donc plutôt sur de la conception dite réglée. Et par la suite, j'ai découvert, grâce à un master à l'École des mines de Paris, tout ce qui est centré sur la conception exploratoire. Et ce qui m'a permis en fait de voir différentes approches dans la manière de concevoir des nouveaux services, des nouveaux produits, avec des régimes de conception en fait qui sont très différents, mais je pense qu'on pourra en discuter plus en profondeur au fur et à mesure de l'échange. Ouais, bien sûr, parce qu'effectivement, toi, donc, tu viens d'un monde et d'expériences préalables qui pouvaient être très proches de l'industrie, de la conception réglée, des méthodologies TRIZ, CK, donc des choses qui sont très analytiques, issues du monde ingénieur. Et aujourd'hui, pour connaître ce que tu fais, on n'en dira pas trop là pour des raisons de confidentialité évidentes, mais pour savoir comment tu travailles et comment tu accompagnes le groupe dont tu t'occupes dans sa démarche d'innovation. Aujourd'hui, en fait, tu es un grand praticien de la conception centrée utilisateur et du design thinking en particulier. Est-ce que tu veux nous raconter un peu comment tu as découvert ces méthodologies et comment tu les appliques au quotidien dans tes démarches? Alors tout d'abord, pour les gens qui connaissent un peu le design thinking avec les différentes étapes, il y a l'aspect méthodo bien sûr, mais il y a surtout l'aspect mindset qui est important dans la manière de raisonner, dans la manière d'aborder les choses. Il y a beaucoup de gens qui utilisent une partie ou certains outils, mais pas de manière complète. Et il y a aussi énormément d'aspects qui peuvent être liés à de la compréhension du client, donc des outils qui peuvent être aussi orientés au niveau marketing. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui est intéressant, c'est de se mettre à la place de l'utilisateur et de vraiment comprendre sa problématique et sur des thématiques qui sont en fait en dehors de notre cœur business initialement ou qui peuvent l'être, mais les sujets sur lesquels je traite sont particulièrement intéressants parce que on essaye d'aller en dehors de notre cœur pour avoir des innovations qui peuvent être un peu en rupture par rapport à ce qui se fait. Ce qui fait qu'on n'a pas de compréhension initiale du, pas du besoin client, mais de la problématique à résoudre pour le client. Ce qui fait qu'il faut utiliser un certain nombre d'outils, tels que les Customer Journey, les personas, et tous ces outils-là qui permettent de comprendre le problème pour venir en fait nourrir les ateliers qu'on va faire par la suite avec les équipes projet et qui vont permettre en output d'avoir des éléments qui sont beaucoup plus quali que si on n'avait pas inclus ces inputs en début de process en fait. Et là, tu vois, c'est une réponse très complète que tu nous as faite et vraiment très pertinente. On voit à quel point tu mets le doigt sur un truc qui est essentiel et pas nécessairement facile à prendre en main quand on n'est pas designer soi-même. Et il y a aussi des organisations qui le tolèrent plus ou moins. C'est cette idée qu'en fait, on part à la rencontre des utilisateurs et des clients sans s'être nécessairement figuré au préalable ce que peuvent être leurs problèmes et sans avoir d'ambition initiale de résoudre quelque chose de certain. On sait qu'on veut faire une différence de leur vie, on sait qu'on veut générer de la valeur, on ne sait pas encore comment, on ne sait pas encore en résolvant quoi. Quand toi, tu t'es retrouvé à passer en mode centré utilisateur et à intégrer ces démarches de conception centrée utilisateur dans tes stratégies d'innovation, comment est-ce qu'on fait pour convaincre son management? Comment est-ce qu'on fait justement voilà, pour aller voir son boss et dire voilà, là, ce que j'aimerais, c'est prendre le temps de la découverte et voilà, de découvrir les besoins des clients sans nécessairement savoir encore ce que je vais résoudre et ce que je vais faire pour eux. Comment ça se passe? Alors c'est toute cette problématique donc de la ressource qui est liée de la gestion des ressources en entreprise et l'aspect exploratoire des projets d'innovation. Donc c'est un peu les mêmes problématiques qu'on peut retrouver en R&D où on n'a pas nécessairement
la capacité de prévoir à l'avance quel va être l'output, donc un output qui n'est pas forcément initialement mesurable ou prédictible, et pourtant la valeur se trouve particulièrement dans cette exploration-là. Aujourd'hui, je pense que c'est plus facile qu'à l'époque de pousser ce type de méthodologie ou de justifier le temps passé dans ces démarches-là parce qu'on est dans un courant où, en tout cas pour l'assurance, l'expérience client est une problématique qui est au centre de toutes les stratégies de toutes les assurances du monde. Et donc aujourd'hui, les dirigeants sont assez preneurs. Maintenant, la question c'est comment le faire de manière rationnelle en utilisant les bons outils avec les bons procédés et pour être en capacité d'avoir une idée claire de l'output qu'on souhaite avoir. Alors il y a une tension, parce que je disais juste précédemment qu'on n'était pas forcément capable de prédire ce qu'on allait sortir, mais on peut avoir une certaine attente. Et donc, quand on va faire des entretiens, typiquement, pour parler de manière très concrète, on va explorer des choses en posant un certain nombre de questions. Au début, peut-être que nos questions vont être un petit peu loin. Elles vont être basées sur notre compréhension de la problématique ou de ce qu'on cherche à découvrir. Et au fur et à mesure des entretiens, on va déceler des éléments qui vont nous aiguiller pour affiner ces questions-là et pour en fait déceler des problématiques qui vont être plus concrètes et qui vont, elles, être porteuses de valeur. D'accord, donc commencer sans avoir nécessairement d'idées préconçues et laisser l'entretien, la découverte, la recherche terrain guider en fait et finalement parfois nous faire réaliser ce qui peut être des opportunités très immédiates de provoquer plus de valeur en améliorant, en corrigeant des choses ou alors des façons complètement nouvelles, insoupçonnées, imprévues, peut-être éloignées du métier historique de l'entreprise, de faire une différence dans les yeux du client. Sachant que de base, on arrive généralement avec une stratégie qui vise à explorer un écosystème pour créer des relations avec des partenaires. Donc chaque partenaire a la valeur qu'il propose aux autres membres de l'écosystème ou aux clients directement. Donc même si on est en exploratoire sur la compréhension du client, ça reste des choses sur lesquelles on a quand même une certaine compréhension. C'est-à-dire que c'est pas pareil que de comparer à commencer à faire de la recherche quantique ou, de comprendre une nouvelle technologie complètement sans base de connaissances préalables. Donc on est quand même plus proche puisqu'on est sur généralement de l'orientation client sur du B2C. Donc on est sur des comportements humains et sur des comportements sociétaux, des manières de faire qui sont quand même assez proches de ce qu'on peut rencontrer au quotidien. Donc on est certes dans l'exploration, mais on reste assez sur des thématiques qui nous permettent quand même d'avoir un matelas confortable d'éléments pour au moins faire la première version. On est en terre inconnue, quoi. Enfin, on a un référentiel, on a tous et tout un vécu de client et de consommateur et de l'empathie, hein. C'est vrai que c'est essentiel en fait dans la démarche qui nous permettent effectivement d'être en résonance et de mieux comprendre en se mettant à leur place les besoins éventuels de nos clients, de nos prospects, de nos utilisateurs. C'est ça, et je pense que un élément important, c'est qu'il faut faire confiance en fait au processus. C'est que la difficulté de toutes ces méthodologies-là, c'est que avec un œil un peu technique ou je dirais ingénieur, on a tendance à suivre les étapes et à se dire chaque étape du processus doit nous donner un output. Et finalement, la conclusion de cet output, on voudrait pouvoir le prédire et dire bah tiens, ça, quand on aura fini cette étape, j'aurai cette idée ou ce produit-là de manière certaine. Et en fait, et ça c'est lié à la manière dont on réfléchit, à nos biais cognitifs et à la manière dont on a grandi. On a tous des manières de réagir différemment en fonction des situations. Ce qui fait que quand on va générer par la suite, une fois qu'on aura collecté des insights et qu'on va essayer de générer des idées, au début ça peut paraître flou, mais il y a des étapes dans le processus qui vont faire qu'on va clusteriser, on va faire des groupes et à la fin il ressort toujours quelque chose. J'ai jamais fait un atelier où on n'arrive pas finalement à identifier des liens entre les éléments qui nous permettent d'aboutir à quelque chose de concret qui va nous permettre de nourrir nos réflexions et d'apprendre en termes de conception.
il faut faire confiance à la. C'est un peu mystique. Il faut faire confiance au process. Bien sûr, mais je vois tout à fait ce à quoi tu fais référence et c'est vraiment ça, hein, c'est de l'émergence, c'est de l'heuristique, c'est le fait qu'en manipulant les concepts, en manipulant les savoirs, les connaissances, en les explicitant, d'un seul coup, les choses deviennent visibles et soudainement, en fait, on se rend compte qu'on les avait sous les yeux mais qu'on ne savait pas les nommer et d'un seul coup, on commence à comprendre les motivations des gens, les problèmes récurrents et parfois c'est très drôle parce que c'est des trucs qui nous sautent littéralement aux yeux et on se dit c'est dingue, comment j'ai fait pour pas voir ça aussi longtemps et j'avais pourtant tout ce qu'il fallait pour le voir, mais là, en le racontant de cette façon, en le restituant de cette façon, maintenant c'est évident, quoi. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a vu, on se dit c'est dingue qu'on s'en soit pas rendu compte plus tôt. Enfin, c'est souvent une phrase que j'entends beaucoup. Et donc toi, du coup, quand tu as voulu teindre ta pratique avec des principes, hein, des concepts issus du design centré utilisateur et du design thinking en particulier, j'imagine que tu t'es plongé, outre les formations, dans la littérature, dans les modes d'emploi, etc. Enfin voilà, dans les manuels sur le sujet. Selon toi, qu'est-ce que tu en retiens en termes d'outils qui sont les plus appropriés ou les plus utiles, les plus efficaces? Ça peut être aussi des postures, des pratiques. Vraiment, qu'est-ce qui fait une énorme différence selon toi? Et voilà, quels sont les nouveaux outils dans ton toolkit qui t'amènent vraiment quelque chose? Ce que je pense, c'est que ça dépend de la maturité de l'organisation. Plus l'organisation est mature et plus les gens ont l'habitude de travailler ensemble, plus on peut utiliser des outils qui sont complexes. Mhm. Mais au départ, je conseillerais de partir sur des outils qui sont très simples, c'est-à-dire tout ce qui va être comprendre le parcours du client, donc les Customer Journey, comprendre le client, les différents segments avec les personas, la gestion des entretiens exploratoires ou semi-exploratoires avec le fait de faire des questions, la capacité d'adopter de l'empathie, de faire des débriefings, de faire des débriefings juste après les entretiens. Et je pense que c'est déjà un très très bon point de départ parce que c'est des choses qui ont l'air très simples et évidentes. J'ai déjà entendu oui, mais en marketing on le fait tout le temps, etc. Mais en fait, il faut se rendre compte que tout le monde n'a pas la même formation de base et que c'est simple, mais c'est efficace. Et il faut maîtriser ces éléments-là. Et ces éléments-là peuvent être même conjugués avec plein d'autres types de méthodologies, type le Lean Startup, où on va fonctionner en itératif, etc. Puisque la base de toutes ces méthodologies, c'est quand même de construire une base de connaissances, d'une certaine manière. Donc plus vous la constituez de manière solide, plus vous réduisez en fait le cône d'incertitude de vos projets d'innovation. Ouais, mieux comprendre pour mieux résoudre, quoi. C'est mieux se figurer ce à quoi on fait face avant de l'affronter de la façon la plus simple et souvent la plus inattendue possible, quoi. Complètement, comprendre le vrai problème et bien le formuler, c'est déjà une grosse victoire. Je me Ouais, je dis souvent rappelle que c'est la moitié du travail. Comprendre le voilà. problème, c'est souvent la moitié du travail. Excuse-moi, je t'ai interrompu, tu te Oui, rappelles? ça me rappelle d'une anecdote dans un workshop de design thinking que j'avais fait où on nous expliquait qu'il y avait un aéroport en Europe où les gens âgés allaient beaucoup aux toilettes avant de prendre leur avion. Et donc c'était une constatation des gens de l'aéroport, donc ils se sont dit que le problème venait sûrement de l'affichage, où ils ont essayé de comprendre en fait. Et ils ont changé les affichages dans l'aéroport, ils ont mis des signalétiques, mais le problème n'a pas changé. Et en fait, finalement, ils se sont rendus compte que c'était les micros des aéroports qui étaient très défectueux, ce qui fait que les gens n'entendaient pas et surtout les personnes âgées n'entendaient pas du tout les appels pour leur avion. Et donc le seul endroit où ils étaient au calme et où ils avaient un son qui était clair, c'était dans les toilettes. Énorme. Et donc finalement, la compréhension du problème, qui était de base pourquoi est-ce que les gens vont dans les toilettes, n'a été compris que par ailleurs. Et en attendant, on a changé énormément de choses dans l'aéroport, dépensé beaucoup d'argent pour de l'affichage, parce qu'on n'a pas bien compris l'usage et Hmm. l'utilité du, du problème en fait. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est tellement fréquent et c'est tellement systématique, en fait, hein, se rendre compte que
sans intérêt réel et marqué et poussé pour les personnes. Alors, il est en fait extrêmement difficile, même avec la meilleure volonté du monde, d'imaginer les problèmes auxquels elles font face et des solutions pertinentes. Parce que bien évidemment, imaginer des solutions à des problèmes qu'on n'a pas compris, voilà, même avec la meilleure formation et la meilleure volonté du monde, c'est très compliqué. Je voudrais te demander, est-ce que tu aurais 3 conseils éventuellement, est-ce que voilà, ou spontanément 3 ou plus, hein, voilà, imaginons que je suis une personne qui travaille à la conception de nouveaux produits et services dans un groupe, dans une entreprise. J'aimerais utiliser le design thinking pour concevoir des nouveaux projets, des nouveaux produits, des nouveaux services. Qu'est-ce que tu me recommandes? C'est quoi les 3 premiers conseils que tu me donnes? Alors le premier, c'est souvent celui que je donne aux gens, c'est d'abord d'essayer de comprendre la méthodo enfin la méthodo et le mindset surtout, de lire un peu pour bien s'imprégner des choses, faire des formations. La deuxième, elle est liée à la première, c'est demander à des gens qui l'ont déjà fait de revoir en fait la démarche de base, c'est-à-dire euh, de présenter son travail, ou en tout cas son chemin de pensée, et d'avoir quelqu'un qui puisse donner son feedback sur la manière de faire. Ça fait gagner énormément de temps puisque les gens font souvent les mêmes erreurs, et donc d'avoir quelqu'un qui l'a déjà fait gagner énormément de temps sur la courbe d'apprentissage. Donc ça, c'est vraiment les deux éléments, et je dirais commencer simple et vraiment faire les choses doucement, et de se rendre compte que il y a certaines choses comme faire un appel téléphonique. Je sais que pas tout le monde est à l'aise de discuter avec des inconnus, ou de demander du temps à des inconnus dans la rue pour faire des entretiens ou comprendre des problématiques clients, mais c'est nécessaire, ça s'apprend, et avec beaucoup d'empathie, on a des taux de réponse qui sont très hauts. Si on parle aux gens au bon moment et dans les bonnes dispositions, avec de l'empathie, on finit par avoir du temps de ces gens-là. Quand tu t'y es mis, toi, est-ce qu'il y a des erreurs que tu as faites ou des trucs où tu te dis, ah, j'aurais voulu comprendre ça plus tôt? Si tu reviens sur voilà, les premiers moments où tu as mis ça en application, quelles sont selon toi les erreurs à éviter ou les trucs auxquels il faut faire particulièrement gaffe? Mais plein, j'ai fait plein d'erreurs. Vas-y. C'est comme ça qu'on apprend. Je pense que la première des erreurs, c'était quand j'ai rédigé mon premier guide d'entretien. J'avais des idées qui étaient déjà préconçues parce que j'avais lu énormément de choses sur les sujets sur lesquels je travaillais. Et dans la Mhm. manière de formuler mes questions, j'étais biaisé, c'est-à-dire que les mots que j'utilisais orientaient d'une certaine manière déjà la réponse. Et j'avais Mhm. tendance aussi à couper parce que j'anticipais, au bout du cinquième entretien, j'anticipais certaines des réponses. Les gens commençaient à parler. Et en fait, je disais, ah donc, et je reformulais. Donc non seulement je coupais la parole à la personne, ce qui fait que je n'entendrai jamais ce que la personne allait dire. Donc en soi, c'est une grosse perte de valeur. Et en plus, je déformais le message parce que je reformulais quelque chose avec mes propres mots. Et comme les gens, en fait, quand on reformule quelque chose et que c'est à peu près la bonne idée, ils ont tendance à dire oui, c'est ça. Et donc ils se raccrochent à la solution la plus simple. Donc, Mhm. je dirais sur la phase d'entretien, de bien apprendre à poser, d'avoir une structure d'entretien, d'être capable de bien poser son entretien avec une voix calme, et d'être capable d'observer des silences au bon moment pour être sûr de bien, de bien capter en fait ce que la personne essaye de nous dire. Et pour ça, il y a pas mal de ressources. Moi, j'avais lu notamment le livre Customer Development qui traite du sujet de manière assez exhaustive. C'est très concret. C'est pas rocket science, mais le fait de l'avoir lu, ça aide beaucoup en fait. J'ai vu une réelle amélioration dans la qualité de mes entretiens et des inputs que j'ai reçus des gens avec qui j'ai échangé. Super. Et je voudrais qu'on parle maintenant d'un sujet qu'on a peu abordé jusqu'à présent, qui est en fait celui de la génération de concepts et plus particulièrement du prototypage et du test. Est-ce que là-dessus encore, le design thinking t'a amené des apprentissages ou des outils utiles qui ont changé tes pratiques en la matière? Il est
évident que prototyper quelque chose, le rendre matériel et que les gens puissent, dans un workshop, puissent le toucher, le designer, le générer, ça aide pour non seulement concrétiser les choses, et de deux, ça permet dans la suite de tester si le prototype, est quand même assez abouti. Donc là, on pourra en discuter, mais il y a dans les mots prototypage, MVP, c'est jamais très très clair dans la littérature. Chacun a un peu sa définition par rapport au degré de complexité on a des prototypes qui peuvent être très simples et on a des prototypes qui peuvent être très compliqués, enfin pas compliqués mais complexes, et qui se rapprochent plus d'un premier produit. Mais tout ça pour dire que le fait de... C'est impensable aujourd'hui, je pense, de vouloir lancer un service ou un produit sans avoir essayé de faire un prototype avant. Pour beaucoup de choses. Ouais. Pour beaucoup de choses en tout cas. Je ne sais pas si en mécanique quantique ou en fusion nucléaire ça s'applique, mais pour de l'assurance du quotidien, c'est une nécessité. Effectivement. Tiens, j'ai envie de tester quelque chose. Imaginons avec tes mots, si tu devais rencontrer une personne qui connaît absolument pas le design thinking et voilà, qui dans un dîner te dit mais toi d'ailleurs tu m'avais pas dit que tu en faisais, tiens explique-moi un peu avec tes mots, définis-moi c'est quoi le design thinking. Si tu devais répondre à cette question, comment tu l'expliquerais à quelqu'un qui ne le connaît pas? Ouf, pas facile. Alors je dirais que c'est un mindset qui va te permettre de te mettre à la place du client ou d'une personne, et qui va te permettre de comprendre les problématiques pour pouvoir en fait les formaliser, arriver à avoir des idées dans la génération de l'idée, et pouvoir tester en fait ces idées et voir si tu peux faire un passage à l'échelle. Et tout ça basé sur un aller-retour avec différentes phases qui sont distinctes et qui ont chacune leurs propres objectifs. Mais qu'avant tout, c'est vraiment, plus qu'une méthodologie, c'est vraiment un mindset. Il ne faut pas se cantonner à l'application de chacune des étapes, mais voir l'ensemble comme la manière de concevoir quelque chose qui a de la valeur et une utilité. C'est très clair, je te remercie. Et selon toi, est-ce que tu vois le design thinking jouer un rôle de plus en plus important dans l'innovation des entreprises, dans les démarches de conception, ou comment est-ce que tu le vois évoluer dans les années à venir selon toi? Alors ça, c'est une très très bonne question, parce qu'il y a quelques années, donc on avait les designers d'un côté, le market de l'autre côté, la R&D de l'autre côté, des entreprises qui étaient un petit peu silotées. Ce que je vois de plus en plus, c'est cette notion de double compétence, de gens qui sont formés à l'approche design ou toutes les méthodologies centrées utilisateurs, et qui ont une autre formation, qu'elle soit technique ou managériale. Et la combinaison de ces deux savoir-faire en fait en entreprise est quelque chose qui a énormément de valeur, puisque ça donne un socle commun, un langage commun euh, aux équipes, qu'elles soient de conception ou de management, ce qui fait qu'il y a une meilleure fluidité et compréhension des uns et des autres sur ces sujets-là, puisque comme je le disais avant, c'est surtout un mindset. Et donc, si ce mindset est partagé, on a une exécution et moins de frottement. Et alors justement, depuis que toi, tu intègres la conception centrée utilisateur dans les projets que tu peux mener, dans les organisations, en entreprise, dans tes équipes, est-ce que tu vois un changement dans l'attitude des gens? Est-ce que tu vois des réflexions différentes? Qu'est-ce que implémenter ces démarches a pu transformer, a pu modifier autour de toi? Quelles conséquences tu observes? Alors la première, il y a deux éléments, je pense, qui sont importants. Le premier, c'est l'alignement, puisque comme je disais, c'est un langage commun, on est aligné, on est capable on comprend vers où on veut aller, donc l'objectif est clair. C'est-à-dire, on ne sait pas, comment dire, c'est toujours cette tension, c'est-à-dire on ne sait pas ce qu'on va sortir, mais on connaît l'objectif à atteindre.
Mhm. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est le fait que même quand, par exemple, j'anime un workshop et que je m'égare en partant moi-même dans de l'idéation ou en divergeant dans une phase de divergence, certains membres des groupes de travail sont capables de me dire, mais finalement, je ne retrouve pas l'utilisateur dans ça. Et en fait, d'avoir quelqu'un qui est capable de me dire, là, tu t'es un peu perdu, d'un point de vue client, je ne pense pas que ça ait de la valeur, puisqu'on est très vite emporté séduit par ses propres idées, finalement, c'est toujours le cas. Je pense que c'est un élément, ou en tout cas une piste qui montre que les gens ont assimilé, ils sont vraiment dans ce mindset-là, et ça permet d'avoir beaucoup d'alignement en entreprise. Et c'est un élément qui est très très important. C'est quelque chose qui est souvent sous-estimé, mais le fait que les gens communiquent bien entre eux, entre départements et qu'ils soient bien alignés, c'est essentiel pour pouvoir ensemble être capable d'aller de l'avant et de produire des choses qui ont de la valeur. Plus que jamais dans un projet de conception, je ne peux que te rejoindre là-dessus. Jonathan, je te remercie énormément pour ton temps. C'était extrêmement riche et plein d'enseignements. Est-ce que tu as peut-être un mot de la fin ou une phrase que tu voudrais communiquer avec notre auditoire? Bah, je pense que déjà, si les gens écoutent ce podcast jusqu'à ici, c'est qu'ils sont motivés. Donc c'est déjà une bonne chose. Être curieux, vouloir apprendre et apprendre sans cesse, comprendre les concepts qui sont en jeu dans le mindset et aller chercher aussi d'autres méthodologies et d'être capable en fait de voir qu'est-ce qui marche pas pour en fait arriver à intégrer tout ça. Et le dernier conseil que j'aurais, c'est de ne pas avoir de certitude sur les choses, dans le sens où c'est pas parce que il y a une étape de la méthode qui dit qu'il faut faire en petit 1, petit b, ceci et qu'on ne le fait pas, que ça remet en cause tout le mindset ou toute la démarche. Je pense qu'elle est avant tout là pour aider les gens dans la conception. Il faut pas voir ça comme des règles rigides. C'est très clair. Je te remercie énormément pour ton temps, Jonathan. Merci d'avoir répondu à l'ensemble de ces questions. Je te souhaite une excellente continuation, beaucoup de design thinking, beaucoup d'innovation et surtout de prendre toujours autant de plaisir que tu sembles en prendre dans l'exercice de ton activité. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Rémi Rivas et je serai votre formateur. Je suis designer consultant. J'accompagne les organisations dans la définition, la structuration et l'implémentation de leur démarche d'innovation. Dit plus simplement, j'aide des équipes à concevoir des nouveaux produits, des nouveaux services, à tester des nouveaux modèles économiques, toujours plus centrés sur les besoins de leurs clients pour trouver des nouvelles opportunités de créer de la valeur. Dans cette formation, ce que je vous propose de faire, c'est de découvrir ce qui se cache derrière ce mot qui a le vent en poupe, design thinking. Qu'est-ce que nous entendons derrière cette méthodologie dont tout le monde parle, mais que personne ne sait exactement bien définir? Le design amène énormément de bénéfices, d'outils, de démarches, de méthodes, pas toujours conventionnelles au regard des cultures classiques des organisations, mais qui sont d'extraordinaires moyens de comprendre le plus rapidement possible et de façon la moins coûteuse les besoins profonds de vos utilisateurs et parfois d'identifier 3 fois rien des petites choses ou des grandes révolutions, mais qui apportent énormément de valeur et qui sont capables de générer de nouvelles opportunités de croissance pour votre entreprise ou votre organisation. Ce que je vous propose de découvrir à travers ces 7 modules, c'est un ensemble d'outils et de méthodes qui vont vous aider à organiser chacune des étapes essentielles d'un projet de conception en mode centré utilisateur. Nous découvrirons comment prendre un brief et cadrer un projet de conception, puis nous nous pencherons sur le rôle fondamental de l'empathie à travers la recherche terrain qui nous permettra de découvrir et de diagnostiquer les principales attentes et frustrations vécues à ce jour par les utilisateurs. Cela nous permettra ensuite de définir les challenges de conception qui nous permettront d'orienter la mission. À partir de cela, nous découvrirons comment concevoir et animer des ateliers de résolution créative de problèmes, puis finalement comment trier parmi nos idées, sélectionner celles avec le plus de potentiel, donner vie et forme à nos idées afin de les rendre testables et partir une nouvelle fois au contact de nos utilisateurs pour valider ou invalider nos hypothèses de création de valeur. Voilà donc pour les sujets que nous découvrirons ensemble, en prenant bien évidemment le temps de répondre à toutes vos questions
et de faire un maximum de rapprochements avec vos propres problématiques personnelles ou professionnelles sur le plan de la conception. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et à vous dire à très bientôt.